Très parfait. Ok, donc, chers collègues, permettez-moi d'ouvrir la partie finale de notre journée. Comme il y a certains chercheurs qui n'ont pas pu venir en personne et qui ne puissent pas se connecter, cette séance va être dernière de cette journée. On nous attend 3 présentations très très intéressantes et merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, tout d'abord, on va commencer par Monsieur Alpha Mamadou Diallo Lelouma, un chercheur indépendant de Guinée. Corrigez-moi si je me trompe, vous pouvez vous introduire dans votre présentation. Et puis, on a un Monsieur Abou Tahar, un chercheur de l'université d'Ahmed Draya Adrar de l'Algérie avec une présentation très très intéressante sur la plateforme of the Algerian Manuscripts in Africa. Mais on va commencer avec Monsieur Alpha Mamadou Diallo Lelouma. Donc vous avez la parole, monsieur. Vous Merci m'entendez? beaucoup. Oui, je vous entends parfaitement. Merci beaucoup. Donc vous Donc, avez... j'interviens Mhm. depuis. Ok, Pardon, je vous écoute. allez-y. Donc, je disais merci. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Donc, j'interviens depuis Nouakchott où je réside. Et avant ma présentation, je voulais juste évoquer le souvenir d'un lettré, Ahmad El-Tib Bouktawi, qui, en 1808, écrivit une nasiha, donc en fait une lettre dirigée aux dirigeants de ce qu'on appellera la Régence, dans laquelle il se prononçait sur les pratiques qu'il considérait comme non orthodoxes de certains ressortissants du Balad al-Soudan à Tunis. Et donc, je voulais juste, dans l'évocation de cette correspondance, euh, souligner le recours au regard d'autrui et le bien fondé de l'étude de certains de nos manuscrits qui pour certains ne sont pas conservés dans dans des archives et des bibliothèques. Mais en l'espèce, et j'avais d'ailleurs envoyé ça dans le chat notre réunion, le manuscrit en question est conservé à la Bibliothèque nationale de Tunisie et il est donc d'un accès relativement facile pour ceux qui fréquentent les bibliothèques et les archives. Voilà, donc c'est en évoquant le souvenir de ce lettré de Belad Soudan que je vais partager avec vous le retour d'expérience d'un travail mené depuis 20 à 25 ans autour d'un fonds documentaire et surtout la recherche qu'il a suscité et dont j'ai été l'un des contributeurs. Donc c'est donc un retour d'expérience et quelques perspectives que je souhaite partager avec vous. Donc en termes de localisation, j'ai emprunté donc la carte à Schmitz. Nous sommes dans cette partie du Bled al-Soudan qui est en fait Bled al-Soudan occidental. Et donc vous voyez en allant de l'est vers l'ouest le grand espace qu'on considère comme la zone Aoussa, dont parlait tout à l'heure l'un des intervenants, avec notamment Kano. Au centre, la zone de la boucle du Niger dans laquelle se trouve notamment Tombouctou, dont nous avons parlé. Et là, nous nous situons à l'ouest, dans la zone qu'on appelle le Fouta Djallon, qui est un massif montagneux et qui abrite notamment la source de certains fleuves tels que le Niger, le Sénégal et la Gambie. Et dans ce massif montagneux, qui à l'heure actuelle se trouve en République de Guinée, se trouve une localité qui s'appelle l'Elouma, et donc vous voyez sur la carte, une carte de Salvin, à l'ouest. Et c'est donc pour camper le décor, on a un massif montagneux en Guinée, mais vous voyez en haut à gauche la Guinée-Bissau, à droite le Mali et tout au nord en fait le Sénégal. Voilà pour la localisation et surtout pour ceux d'entre nous qui sont peu familiers avec cette zone entre guillemets exotique. Donc en termes d'introduction, on a au départ un fonds familial dont l'histoire s'échelonne sur 3 ou 4 siècles, en fait, entre le 18e et le 21e siècle. On a 25 ans de recherche qui ont consisté, donc pour ma part, à collecter, à me familiariser avec le matériau, à le traiter, lui donner un premier, euh, un premier travail donc d'investigation, de mise en perspective avec des outils scientifiques
qui ne sont pas de la région. Et surtout, ce sur quoi j'insiste, c'est l'innovation, pour essayer de faire parler ceux qui sont pour partie de vieux papiers, et parfois illisibles pour le prophète, y compris moi, puisque je ne suis pas arabisant, comme on dit. Et enfin, la chose la plus importante, me semble-t-il, pour ce colloque, la mise en valeur. Et donc, on doit se poser la question du public ou des publics, si bien le public érudit, le public scientifique que le grand public notamment, et l'effet d'entraînement. Donc, quand on parle, par exemple, d'une correspondance en 1808 d'un lettré Al-Tim Bouktaoui en Tunisie, eh bien, on revient sur l'époque des souverains de la Tunisie de cette époque. On revient sur des questions qui sont parfois vues par les chercheurs comme les questions de l'esclavage, mais on pose également des questions sur le lead, les innovations blâmables. On se pose également des questions sur le genre. Donc, c'est ce travail-là qui est mené notamment dans la recherche occidentale que nous devons, je dirais, presque rapatrier pour utiliser ces sources et les traiter avec les questions de notre temps. Et donc, le fondateur, entre guillemets, la personne qui a rassemblé ces papiers est El Hadj Mamadou Diallo Lelouma, qui donc est né en 1909, mort en 2002, et qui était à la fois instituteur, administrateur, parlementaire, responsable religieux, et qui était donc à la charnière entre les papiers qui sont pour l'essentiel les papiers de son grand-père et de ses aïeux, et un monde dans lequel on est entré dans une période où il a fallu redéfinir notre appartenance à un pays qui n'était pas le Fouta-Jalon, qui est devenu la République de Guinée, et également une société dans laquelle on a dû produire une histoire qui soit une histoire non plus essentiellement en poulard ou en poulard qui est la langue peul en fait, ou en arabe, mais une histoire également en français ou en soussou ou en malinké, qui sont les autres langues, qui sont deux des autres langues parlées en République de Guinée. Donc son travail, ça a été celui de la collecte des documents et de la première mise en valeur. Voilà. Donc j'ai décidé de partager mon propos en deux moments. Le premier qui est celui des papiers de famille, avant de parler de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle et ce qu'on appelle en fait un fonds documentaire. Et donc qu'est-ce que sont les papiers de famille? Ben, nous en avons tous en fait. Et l'enjeu précisément, c'est pas de décrire ce que l'on est parfois amené à conserver, parce on est l'ayant droit d'un fonds. Mais l'enjeu, d'un point de vue scientifique, c'est d'arriver à faire sens. Donc on va s'interroger d'abord sur la question du legs, que ce soit en termes de propriété privée ou de propriété publique, comme on nous a présenté les archives de la République de Tunisie, c'est en fait la sédimentation de différentes époques. Et donc, pour ce qui est des fonds privés, il y a la question du droit, parce que ce sont des biens, la question des affects, les émotions qui existent autour, et puis les idées reçues qu'ils charrient parfois à leur corps défendant. On va également se poser la question de l'apprentissage, parce que pour arriver à se familiariser avec cet amas de données et de papiers, eh bien, il faut essayer de rationaliser l'approche, aussi bien avec un mode d'emploi que une compréhension fine du contexte, et puis la perception de certains enjeux. Et enfin, la recherche, c'est-à-dire un grand travail d'humilité, aussi bien dans l'écoute de ceux qui sont les ayants droit ou qui ont une familiarité avec des objets similaires, par exemple l'utilisation de certains manuscrits, ceux qui savent les lire, mais surtout les commenter, et également, j'insiste, innover en matière de recherche. Donc, pour ce qui concerne le legs, je vais citer un chercheur qui est en fait un philologue, Alpha Ibrahim Sow, qui dans les années 60 a travaillé sur la mise en valeur du patrimoine écrit, donc d'expression Peul en Poula, qu'il a publié. Et concernant les manuscrits, il les présente comme donc des documents qui sont conservés par des familles dans ce qu'on appelle des foyers culturels, que nous appelons loulets, qui sont en fait des foyers, et dans lesquels les descendants conservent presque par piété filiale des ouvrages, des manuscrits ou des correspondances, et qu'ils conservent, et j'insiste sur cet élément, avec l'idée qu'ils détiennent des secrets, ou que ce sont des biens familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend notamment par secret? Eh bien, comme certains d'entre vous le savez, il y a dans la pratique et dans la perception de certains ouvrages qui sont des ouvrages qui empruntent à l'arithmétique, ce que l'on considère être aussi de la magie. Donc, certains des fonds que l'on étudie sont des fonds dont des disciplines comme les disciplines ésotériques sont relativement bien représentées, mais elles sont perçues par les ayants droit ou les personnes de la société comme des documents qu'on ne doit pas révéler parce qu'ils détiennent le secret ou parce que ce sont en fait, excusez-moi, une sorte de des munitions dans la prééminence que certains spécialistes ont pu obtenir grâce à la magie.
Sans compter que certains musulmans considèrent que ces sciences sont des sciences indignes de tout bon musulman et donc qu'on préfère taire. Deuxième moment qui est celui de l'apprentissage. Donc tout le travail consiste à objectiver, c'est-à-dire créer de la distance pour mieux distinguer. Donc, par exemple, si on revient sur la diapositive précédente, on voit à gauche ce qui finalement est un carré. Et qui parle de carré parle finalement d'arithmétique. Donc on peut s'interroger sur ces textes en essayant de mettre à distance la charge idéologique qui porte sur la condamnation de la magie, mais en travaillant sur les outils qui permettent précisément de construire ce carré. Parce que le carré repose notamment sur l'arithmétique. Il convient de classer. Alors on peut classer, je dirais, à l'occidental, on va faire un catalogue. Mais on peut également, pour essayer de coller à l'environnement local, travailler sur les scribes. Travailler en termes de classification sur les disciplines. À ce moment-là, on pourra tactiquement sceller les sciences qui sont des sciences un peu moins prestigieuses et ne travailler dans un premier temps que sur le tasawwuf ou travailler que sur le nahw, la grammaire. On peut également Le apprendre. Luma, on vous n'entend plus. Ah, on m'entend plus? Allô? Allô? Oui, oui, oui. Maintenant, on vous entend. Ah, pardon, désolé. Non, 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 On c'est peut, pas grave. Continuez, c'est pas grave. Donc, dans le classement, on peut adopter un classement scientifique en travaillant sur le catalogage. On peut également essayer d'approcher cela par les scribes ou les disciplines. On peut, dans un contexte familial, travailler sur la généalogie, qui permet de peaufiner le classement d'un point de vue chronologique et qui révèle la circulation du savoir. Et on peut aussi et surtout scruter le document, travailler sur ses marges, prendre certains détails, y compris les filigranes du papier, et on apprend beaucoup de choses. Je vais prendre un exemple très simple. Vous avez donc ce feuillet-là. Il y a l'approche qui est l'approche, je dirais, standard, dans laquelle vous travaillez sur le texte. Vous voyez qu'il y a un ouvrage, qui est un ouvrage de Narp, donc voilà, on conserve la grammaire, qui est un ouvrage produit au XVe siècle en Irak, au XIVe siècle, pardon, en Irak par Ibn Hisham. Dans la bonne tradition de production savante islamique, on a un commentaire qui est produit au même siècle. Donc on a l'ouvrage d'Ibn Hisham, le commentaire d'Al-Makhzoumi, mais donc là en Égypte. Et vous avez, lorsque vous étudiez donc en bas du feuillet les copistes, vous avez deux niveaux. Vous avez le niveau du copiste qui travaille au XVIIe siècle, Al-Batbouti, dont la Nisba désigne son origine marocaine. Et vous avez le copiste qui est donc le grand-père du fondateur de ce fonds, Abu Bakr ibn Sali, descendant de Osman al-Sa'iri al-Labi, qui lui écrit Al-Abbé au Fouta-Djalon et qui date sa copie de 1280 Hijri, donc 1864-1865. Donc sur un seul feuillet comme celui-ci, vous avez entre guillemets presque quatre niveaux de sédimentation. L'œuvre Princeps, l'œuvre originale, Ibn Hisham en Irak. Le commentaire, 15e siècle en Égypte avec Al-Marzoumi. Le copiste marocain qui travaille au XVIIe siècle. Et enfin au XIXe siècle, la production de la copie que vous détenez. Voilà. Donc en termes de recherche, quand on travaille sur les papiers de famille, la source la plus précieuse est parfois la famille étendue. C'est-à-dire qu'il faut arriver à solliciter les sources orales, et en sachant que dans la légende se trouve la légende. J'exagère, c'est-à-dire que la légende, donc parfois les souvenirs ou des histoires qui peuvent paraître un peu miraculeuses, permettent de donner la légende au texte, en fait. Parce qu'elles vous permettent de situer le document dans une époque et dans des représentations qui parfois sont scientifiquement un peu sujettes à caution, mais qui permettent de montrer que l'ouvrage appartient à un contexte. Et ça, c'est très important, notamment pour l'appropriation du patrimoine. Deuxième élément, croiser les sources, tirer parti des catalogues. Et donc, le travail le plus important, c'est ce qui permet de passer justement des papiers de famille à un fonds documentaire, c'est que il faut comprendre les bibliothèques comme travaillant en réseau. C'est-à-dire que on ne peut juger la composition d'un fonds que si on peut le comparer à celle d'un fonds similaire ailleurs, idéalement à la même époque. Et donc, on a travaillé avec ce fonds familial, on a comparé avec la bibliothèque de la et de son fils, Ahmed Al-Kabir, qui est conservé à Paris. On a travaillé avec certains catalogues des bibliothèques du Massina, certains catalogues des bibliothèques de Bled Hachengui, c'est-à-dire l'actuelle Mauritanie. Et ça permet de comprendre en fait que ces œuvres s'inscrivent dans un contexte culturel beaucoup plus large et qui conduit notamment à la Oumma, mais même au-delà. Et enfin, publier, c'est révéler, c'est-à-dire sortir ces ouvrages d'une confidentialité presque foncière,
sortir de la famille et entrer finalement dans l'arène du savoir. Et l'élément le plus important, et comme le soulignaient certains des intervenants, c'est la demande historique, et donc stimuler l'intérêt notamment de la jeunesse. Je vais prendre également un exemple très simple. C'est un papier qui m'avait été commandé sur le Dalai Lama. Et donc, là, on prend, le travail, ça a consisté à s'appuyer notamment sur les travaux d'une chercheuse marocaine sur les livres de piété. Donc, elle a travaillé sur la codicologie des livres de piété, en soulignant que, alors qu'on attribue souvent à l'islam malékite un refus de la représentation et du dessin, eh bien, on a dans le Dalai Khairat, quelques feuillets qui sont des feuillets où on a un art pictural qui peut s'apparaître au dessin. Donc c'est de l'enluminure, on a les tombes du prophète et des califes Abou Bakr et Omar, mais on a surtout un savoir-faire en fait de l'ornementation du manuscrit qui est comparable à ce qu'on observe notamment dans Maghrib, mais différent. Et c'est ça le plus important. Et donc pour la petite histoire, en tout cas pour l'histoire familiale, pour toujours ancrer le fond dans une histoire familiale, c'est l'héritage d'El Hadj Mohamed Lelouma, c'était le livre d'oraison de son père, dont il a hérité en 1943. Voilà. Et donc, maintenant qu'on passe à la partie qui est plutôt la partie du fond documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme je le soulignais, la mise en valeur repose sur l'échange. On échange avec des archivistes, on échange avec des bibliothécaires, on essaie de restituer une époque. Donc on essaie de resituer les artefacts, les manuscrits, leur lecture, le papier, dans un contexte. Et, 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 et pour ce faire, les œuvres étrangers sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'on gagne à faire une histoire locale, mais elle n'a de valeur que dès lors qu'on a, si possible, la possibilité de prendre du recul pour gagner en intelligence. Et je vais donner quelques exemples à ce propos. Et enfin, tout l'enjeu, c'est bien celui de faire fructifier un fonds, de créer de la valeur ajoutée. Et pour ce faire, on parle d'hier, mais on parle également d'aujourd'hui et surtout, on écrit demain. Voilà un exemple, donc, qui est un feuillet dans un Coran à peine lisible, qui est en fait une dédicace d'un officier britannique, le capitaine Thomas Campbell, qui, donc, quand on le transcrit en caractère latin, c'est Captain Campbell, ila modi abu, on n'arrive pas à le lire, usmantanu ila laba. Donc en fait, c'est le capitaine Campbell, pardon, qui écrit un certain modi abu quelque chose, très probablement le fils de Ousmane Tahanou, résident à la baie. Et quand on croise ce feuillet avec le journal de voyage du capitaine Campbell, il mentionne donc les Loumas, le lieu où ce document a été conservé, qu'il a visité, qu'il a traversé le 19 mars 1817. Il évoque également un certain Abu Bakr, qui lui a fait un présent le 18 mars 1817. Et on sait, parce qu'il y a également une sorte d'ordre de mission dans lequel des présents diplomatiques récompensent ceux qui soutiennent la mission. Et donc, les 200 feuillets qui ont été transformés en Coran sont très probablement la reconnaissance de cet explorateur pour le présent qu'il a reçu le 18 mars 1817. Donc ça, c'est un exemple très simple. Le carnet de voyage de ce monsieur est conservé aux archives du Foreign Office, donc au Royaume-Uni. Et en fait, son journal de voyage a été transcrit et traduit. Pardon, il a été transcrit par un chercheur américain il y a une dizaine d'années. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui vous permettent de voir derrière le Coran d'où vient le papier et surtout quelle histoire humaine existe autour de cela. On a également cette correspondance qui est dans le fond familial. Donc vous voyez la correspondance avec de l'aide, vous l'analysez. Donc elle a été rédigée vers 1873. C'est le souverain de la Confédération théocratique qui écrit à l'une des provinces, notamment à ses responsables religieux. Et en fait, il demande des contingents pour mener une expédition militaire. Mais sur la forme, il a fallu que je lise un journal sierra-léonais de 1821-1822 pour comprendre ce qui se trouvait derrière la disposition des caractères sur la feuille. Et donc, il nous dit, en substance, que les lettres les plus importantes, adressées aux personnalités, ont un bel ajustement entre la taille du papier et la disposition des caractères. Et donc, en effet, cette lettre et la disposition du texte ne peuvent être compris qu'à l'aide de cette notation, qui est celle d'un individu qui précisément n'appartient pas à la société, mais qui a eu ce coup d'œil, et qui nous permet de comprendre pourquoi le copiste ou le scribe a écrit comme il l'a écrit.
Donc ça, c'est vraiment l'importance de l'observation et du regard d'autrui pour saisir en fait la valeur ajoutée de ces documents. Là, je prends un document. Et alors, donc, quand on a le nez sur le contenu, je crois que c'est d'ailleurs un texte de Tafsir, on regarde le texte. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on observe le filigrane, on arrive à déchiffrer Joseph Barcelo, qui est en fait le nom d'un papetier qui a produit, enfin c'est une famille, la famille Barcelo, mais ce Joseph Barcelo a produit à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècle du papier, dont certains sont parvenus jusqu'en Argentine. Et donc, qu'est-ce qu'il est important pour nous? C'est de se dire qu'au fin fond de l'actuelle Afrique de l'Ouest, au XIXe siècle, les courants d'exportation et d'importation permettaient à du papier espagnol de parvenir. Et donc, ça nous permet de voir derrière la circulation des idées, la circulation des biens, et d'inscrire l'Afrique dans une mondialisation qui n'était pas que celle des idées, qui était également celle du papier comme support de production et de support de diffusion du savoir. Mais il y a dans le fond du papier d'origine britannique, du papier d'origine italienne, et vous allez le voir tout de suite, du papier d'origine islamique. Qu'est-ce à dire? Il existe un certain nombre de papiers que l'on a documentés et étudiés pour certains dans l'Empire ottoman, au Maroc, au Yémen, dans l'Asie centrale et dans la Farse, la Perse, qui sont en fait des papiers sur lesquels on a apposé ce timbre, Athari Jadid et Arti Humayun, qui est en fait non pas un timbre de producteur, mais très probablement un timbre de distributeur. Et donc, ce qui est intéressant, et je reviendrai sur ce timbre en conclusion du papier, bah, c'est précisément de se dire que il n'y a pas eu que la diffusion d'un papier dit occidental. Un papier dit oriental, et rappelons-nous que la production du papier en Occident est pour partie le fruit d'Al-Andalus, c'est Hatiba, c'est à l'époque de l'apogée d'Al-Andalus sous direction islamique en fait. Il y a eu la diffusion dans la Oumma de ce papier-là qui est relativement méconnu. Enfin, parce qu'il faut qu'on close, on n'a que 20 minutes pour parler. Je voudrais vous inviter à regarder ces médaillons, parce qu'en fait, ce sont des médaillons qui marquent le Hizb. Mais en prenant le Coran dont je vous ai parlé, en fait, le Coran de 1817, et en mettant bout à bout les différents médaillons, on a également une entrée dans ce que le Prussin a appelé Islamic Design, c'est-à-dire le design islamique. Comment est-ce que, sans représenter des figures humaines, les scribes et les copistes font plus que la rédaction du texte? Comment est-ce qu'ils stylisent? Comment est-ce qu'ils illustrent? Et donc on a à gauche une forme semi-circulaire monochrome, donc c'est essentiellement le noir que l'on utilise avec des formes qui sont des formes qui sont des formes géométriques. Et on a à droite une formule beaucoup plus complexe. Et là, on est sur du bichrome en fait, puisqu'on a et du noir et du rouge. Et le rouge étant la couleur de la vocalisation, qui sont utilisés pour donc avoir deux cercles, une étoile, et composer des figures qui sont souvent des figures qu'on néglige parfois quand il reste essentiel. Et donc, le travail, parce qu'on parle également de recherche, ça aboutit notamment à la publication d'un ouvrage en tant que co-auteur, publié chez Gottner, et qui travaille donc sur la question d'islam et bonne gouvernance. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la lettre présentée auparavant. Donc on va travailler sur la lettre pour la gouvernance, on va travailler sur la dimension science politique, je dirais, de la lettre. Le souverain qui écrit, qui demande des contingents militaires, le fonctionnement d'une entité islamique fédérale, etc. Mais on va également travailler sur les colophons, comme l'un de ceux que je vous ai montré en amont, avec la question de la circulation des œuvres et des hommes entre Fouta Diallo et Fouta Toro. Donc ce sont deux régions qui sont situées l'une à cheval sur la Mauritanie et le Sénégal à l'heure actuelle, et l'autre essentiellement en Guinée. Et donc on le présente, on le publie, Islamic Africa, on le présente à Princeton sur un séminaire qui concerne justement Eastern Manuscripts, parce que là on arrive à montrer que finalement le colophon conçoit dans ce qu'on définit comme le Proche ou Moyen-Orient ou dans des contrées plus lointaines mais qui culturellement sont en lien avec le monde arabo-islamique, c'est très similaire. Mais surtout, on le publie sur les réseaux sociaux pour la jeunesse, avec des billets qui ne dépassent pas 1000 signes. Et donc on travaille notamment, parce que c'est juste une sélection, sur des livres et des hommes, auteurs et lecteurs,
le pouvoir en lettres, une ambassade du Royaume-Uni au Fouta-Djallon, ou le travail sur le livre. L'objectif étant à chaque fois d'humaniser en rapprochant les gens de ce que des hommes et des femmes ont pu faire à un moment donné de l'histoire de nos pays. Et donc en matière de conclusion, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord une compréhension de la matière première. Nos matières premières, c'est à la fois les hommes et les femmes qui sont les gardiens ou qui ont utilisé ou qui ont conservé ces ouvrages. Et donc il y a à la fois la dimension de l'oral et de l'écrit qui sont comme des vases communicants. Et ces matières premières, c'est l'une de nos richesses et c'est un gisement que nous gagnerions à exploiter plus et mieux. On a un travail fondamental d'immersion. Il faut arriver à entrer dans le texte. Certaines fois en prenant des chemins de traverse pour faire sens. Et surtout pour gagner en diffusion. Pour se dire que voilà, il est important de travailler avec des professionnels de la magie. Il est important de travailler avec des professionnels du droit. Mais il y a peut-être autre chose que le droit. Il y a peut-être autre chose que le filigrane. Et pour ce faire, on doit travailler en réseau. Parce qu'un seul homme ou une seule femme ne peut arriver à percevoir la richesse de ces documents, aussi bien sur le point de vue historique, le point de vue de la codicologie, le point de vue de la conservation du document, les langues employées, les encres employées, etc. Enfin, la chose la plus importante, c'est le recul. Parce qu'il s'agit aussi bien de questions d'hier et d'aujourd'hui, mais surtout de questions qui doivent nous conduire à nous poser des questions parfois trop profanes et triviales. Je vais prendre cet exemple. Vous avez ce feuillet qui se présente à vous. D'abord, vous ne savez pas si c'est le recto ou le verso. Vous voyez à droite le verso de ce timbre islamique que nous avons étudié. Et il s'agit très probablement d'une invocation relative à la vie matrimoniale. Et je crois que c'est en fait une formule qu'il faut prononcer pour solliciter l'amour de son conjoint, essentiellement de sa femme. Bon, ça nous permet de savoir que tous les mariages n'étaient pas d'amour, c'est pas une nouvelle, mais bon, si les mariages n'étaient pas d'amour, que certains voyaient un intérêt à ce que le conjoint aime son époux. Mais bon, c'est très trivial, mais ça nous permet de travailler notamment sur la vie privée des hommes, la vie privée des femmes, et la demande pour ces textes. Mais surtout, vous avez au verso, ou au recto, on ne sait pas d'ailleurs, la Salat al-Mashishia, qui est en fait une invocation datant du XIIIe siècle, donc de l'ayat de Salam al-Mashish, mais qui est l'une des oraisons premières de la Shahadiliya et qui nous campe dans le domaine du soufi. Et pourquoi je conclue par cela? Parce que vous allez avoir sur ce petit papier qui est vraiment modeste de dimension. Si vous voulez regarder cela avec l'étude du papier, vous allez travailler sur ce que vous voyez à gauche, cette cartouche, qui est un papier dit islamique. Si vous voulez travailler sur le tasawwuf, vous allez dire, ah tiens, donc nous avons la preuve que la Shahadiliya a atteint cette zone et que cette oraison était pratiquée, en tout cas elle était lue, enseignée, et qu'il y avait donc une pratique très probablement Shahadili ou Soufi. Mais si vous regardez le verso, vous avez également la preuve que derrière ces papiers se trouvent des facettes de la vie privée, y compris au sein du couple, entre hommes et femmes. Donc voilà, c'est cette grande richesse que ces documents présentent, et c'est ce que j'ai voulu vous présenter en une vingtaine de minutes en espérant n'avoir pas été trop long. Merci pour votre patience et au plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Monsieur Lelouma, pour votre présentation très, très enrichissante. Il est vrai que vous disposez d'un vrai trésor et vraiment chapeau pour ce que vous faites. J'ai eu la possibilité de trouver des gens qui possèdent des archives familiales similaires aux vôtres. Euh, je vais vous poser après cette séance quelques questions à propos dans la discussion. Pour l'instant, merci beaucoup. Et maintenant, permettez-moi d'accueillir et de donner la parole à Monsieur Abou Tahar de l'université d'Adrar du milieu du Sahara de l'Algérie qui est venu de très très loin pour nous rejoindre ici. On apprécie beaucoup, monsieur, que vous allez faire ce long chemin jusqu'ici à Tunis et je vous laisse la parole. Thank you, Chair. Hello, everyone. Happy to meet you, and I would like first to thank the organizing committee for this scientific event.
and the organizing committee, with a special thank to Beit al-Hikmah for hosting this event and this very beautiful venue. Thank you very much. My contribution to this event is about a project we started 3 years ago about the platform of Algerian manuscripts. How did this idea come? What was behind this project? As you may know, the Algerian South, or the south of Algeria, particularly the regions of Tidikelt, Touat, and Gurara. I mean, there are many khizanats of manuscripts which are unknown for the public. And the objective of this project is to make a survey on these khizanat and their contents, and to make it available for researchers and students on this platform. So the outline of this presentation, after an introduction, we're going to talk about the creation of this platform, and then the objectives of the platform, and we talk about the working team, their profiles, and we are going to give some statistics under which we are going to see the themes covered by these manuscripts, by giving some examples on some indexed manuscripts on the platform. And the second point under the statistics, we are going to talk about the khizanat surveyed. And the last point under this, under the statistics, is about the authors. And then the last point but one, that is number 6, the benefits of the platform of manuscripts. And we finish with a conclusion. So in the introduction, we're going to talk about the platform as being a leading project. And the idea comes, I mean, the first one who thought about this project, Professor Jafri Ahmed, an expert in manuscripts. And he worked before this at the local radio. He made some, let's say, surveys on the khizanat found in the area of Tidikelt, Gurara, and Touat. And then he thought about developing this survey into a platform, and he looked for a working team. We are going to talk about the working team after we give some of the points that will be dealt with in this presentation. So we're going to talk about the benefits of this project, the creation, of course, benefits, and the statistics, and of course the authors included in this manuscript. The working team has so far indexed and digitized 15,643 manuscripts, covering 22 themes, including logic, jurisprudence, exegesis, language, legal policy, astronomy, mathematics, medicine, geography, history, and so on and so forth. These are scattered in 89 khizanat and traditional libraries in Algeria and abroad. The creation of the platform, which is abbreviated into PAM, Platform of Algerian Manuscripts, was created in 2018 by an agreement between the General Directorate of Scientific Research and Technological Development and the University of Adrar. This agreement gave birth to the PAM within the framework of the Fund for Scientific Research and Technological Development under contract number 33, dated on February 1st, 2018. The PAM is open access on the following link. So if you click on this link, you'll be directed to the platform.
and you will be directed to the main page, that is Al-Bawwab Al-Jazairi Al-Makhtutat, or the platform of Algerian manuscripts. For now, only the Arabic part is working, right? So you can say the French part and the English part hasn't yet been developed if you want. After we will see the main page of the platform, we have the main page which includes the index of the manuscripts. If you want to look for a manuscript, you just click on the index of the manuscripts and you will be given lists of manuscripts where you can make your research. Then you have some important websites, and after that you have some links related to, or websites related to manuscripts. I'm going to give examples about these. And then we have statistics, under which we have, as I said, authors, khizanat, themes, etc. On the right-hand side, you have the map of the manuscripts. You will be given the map of the word, and the different khizanat surveyed by the manuscript are located. You click on a khizana, you'll be given, let's say, an identification card, including the name of the khizana, the name of the owner, the date of its creation, its contents, etc. Then we have some rare manuscripts, pictures of some rare manuscripts, and then some references related to the topic of manuscripts. On the left-hand side, you can look for a manuscript if you want to work on a manuscript and you have the title or the name of the author. You just write it in search and you click, you'll be given the manuscript if it is available, of course, on the platform. And then if you want to ask for a manuscript, of course, you have the possibility to do this. And then you have add a manuscript. If you want to add a manuscript to the platform, right, you can do it. And then contacts. These are the main icons available, or which are on the main page. The objectives. We have 7 objectives of this platform. First, establishing a digital platform concerned with tracking the Algerian manuscripts in Algeria and the world, inventory, indexation, and digitization. 2, developing a bibliographical map on the locations of the manuscripts inside and outside Algeria. 3rd, locating the scientific activities of the Algerian scholars inside and outside Algeria. And 4th, introducing the Algerian manuscripts legacy, heritage, preserved in different parts of the world. And next, facilitating accessibility to the platform for students and researchers to studying and editing manuscripts. 6th, introducing the Algerians' efforts and their role in transmitting science and knowledge to different parts or urban centers. And the last objective, strengthening the historical ties or links between Algeria and its surroundings, particularly West Africa and the Hausa land. This is just 2 words about the working team. We are 10 members. Professor Ahmed Jafri, the president or the head of this project, and 9 members working all together. So the working team of the PAM is composed of 10 members, including teachers and PhD students with specific profiles that meet the requirements of inventorying and indexing manuscripts. And the following, the list of the staff members of the PAM. We're not going to read all this, just the first or the 2 first ones, the one related to or concerning Professor Jafri. The head of the project, he has 2 PhDs, one in Arabic literature, the second in history. And he has edited some manuscripts, among them, رحلتي
إلى قبر والدي, my journey to the tomb of my father. This manuscript written by Taifullah ibn Muhammad ibn Ubba al-Muzammili, in addition to a number of articles in or about manuscripts. The second member, Professor Mubarak Jafri, PhD in history, and he has a certificate of higher studies specialized in manuscripts, DPGS. He has edited Taj al-Din Fima Yajibu al-Muluk, The Crown of Judgment on the Obligations of the Kings by Imam Muhammad ibn Abd al-Karim al-Maghili. He has also written some articles on manuscripts, among them Shifa al-Asqam, al-Arida, wal-Dhahira, wal-Batin, fi al-Dhahiri wal-Batin, The Cure of the Apparent and Hidden Diseases by Sheikh Ahmed ibn Umar al-Raggadi al-Kunti. So the list of the other members of the manuscripts is available, and the presentation will be available if you want to have an idea about them. We move to the next point, just to talk about something about the members of this working team. Though the profiles of most of the working team members meet to some extent the requirements of the project, some mistakes in classifying the manuscripts under the appropriate themes can be noticed on the platform. For instance, most of the manuscripts dealing with Al-Aqidah, Creed, are classified under fiqh, jurisprudence. And this is a mistake, right? So we're going to work on this in what the rest, the remaining part of the project. This can be explained by a lack of experience among the PhD students who are members with us. The next point, that is 5, statistics, under which we are going to talk about themes, khizanat, and authors. The themes covered by the indexed and digitized manuscripts are about 22 themes, right? From jurisprudence, letters, treaties, and contracts, literature, language, Sufism, sciences of Quran, Holy Quran, biographies, prophetic biography, history. So history, we have in this platform 280 manuscripts. So I can see how can this platform be useful or take part in this project of the Fontes Historia Africana, working on the history of Africa. We have an important number of manuscripts on history in this platform, and we can add more in what remains, because the ultimate objective of the platform is to digitize 30,000 manuscripts. So we are in the middle, 15 and 564 or 43, right? So I think we can do something for this project, or help to make this project go ahead. After the statistics related to the themes, we have some examples about taken from the platform. About Sufism, we have an example, Dalail al-Khairat, Waymarks of Benefits, written by Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. The manuscript is made of 144 pages, and it is neatly kept in good conditions at Khizanat Mulay Muhammad bin Mulay Sharif bin Abd al-Shahid in Ulad Ali Adrar, recorded on the platform under number 44. So if you want to get access or to go to this manuscript, you just go to the platform, look for number 44, and you'll be directed to this manuscript of Dalail al-Khairat. Another theme, legal policy, Siyasa al-Shar'iyya. An example, As'ilat al-Asqiya Muhammad wa Ajwibat al-Maghili, Ask His Questions and al-Maghili's Answers, written by Muhammad bin Abd al-Karim al-Maghili. The manuscripts comes in 24 pages,
and it is neatly kept in good conditions at Khizanat Sheikh Haj Abdul Qadir bin Sidi Salim al-Maghili, one of the descendants of al-Maghili, who lives in Adrar, in Al-Hayy al-Gharbi, exactly. And the manuscript is recorded on the platform under number 79. Two more examples about another theme, that is holy books, Kutub Samawiyah, the book of Zabur, Psalms, which was revealed to Prophet David, peace be upon him. The manuscript comes in 14 pages, and it is truncated from the beginning and the end. The manuscript is found in Khizanat, or at Khizanat Mulay Sulaiman bin Ali in Adrar, and it is recorded on the platform under number 1816. And the last example about creed and aqidah, the example that we have, Al-Aqidah Surah, the small creed, or known as al-Barahin, authored by Muhammad bin Yusuf al-Sanusi. The manuscript comes in 22 pages. The copy is complete, but in poor conditions. The pages are sticky with traces of moisture. The manuscript is kept at Khizanat Sidi Ibrahim, Qasr Ulad Balqasim, Ain Saleh, Tamanrast, Wilayat Tamanrast. And it is recorded on the platform under number 1178. The second point under statistics is about Khizanat, the Khizanat which were surveyed in this project so far. And we can see on the map, and you can see the Khizanat when you go to the link of the platform. You just click on the Khizana and will be given the identification card, and we have one on the screen. It is about Khizanat. We will see the different, or the information given in this identification card. Khizanat al-Bilbaliyin bi Qasr Belinkan Sabit. So something about the foundation of this Khizana and the owner of the Khizana. And we have something about the contents of the Khizana and the address of the Khizana. So as you can get access, or you can contact the owner of the Khizana, right? To go directly to the owner to ask for the manuscript, because they are not yet digitized on the platform. We have only technical cards about each manuscript, the title, the author, the copies, the number of pages, the ink by which it was written, the condition of the manuscript, and the address of the Khizana, right? These are the information available on the platform. So this is, I mean, if you can go to the Khizanat or the map by clicking on this link, right? It leads directly to the Khizanat. Sorry. Okay. The next point, authors. Authors. The number of authors whose manuscripts are indexed on the platform so far is 6,650, including anonymous authors. The list of authors includes prominent scholars, to name a few: Muhammad bin Abdul Karim al-Maghili, al-Mukhtar al-Kunti, Muhammad bin Yusuf al-Sanusi, Abu al-Abbas Ahmad bin Yahya, Ibn Muhammad bin Abdul Wahid ibn Ali al-Wansharisi, Ahmad al-Bakai, Ibn Muhammad bin al-Mukhtar al-Kunti al-Wafi, Abu Madian Shu'aib ibn al-Hussein al-Ansari al-Andalusi, Sidi Muhammad bin Ubba al-Muzammiri, Sidi Abdul Rahman al-Tha'alibi, and many others. So this is, or these are some notes on statistics, or the statistics available on
the platform. Point 6, or the section 6, is about the benefits of the PAM, the platform. The platform provides great services for researchers from all over the world. Researchers can search for the manuscript they want or they need by writing the title of the name of the author of the manuscript and click on search to be given the technical code of the manuscript with the necessary information to reach it. I mean, you'll find all the technical information related to the manuscript, and at the end, the address of the khizana, right? So as you can contact the owner directly. It also provides other services such as the link to many valuable websites related to the field of manuscripts. To name a few, Jum al-Majid Center for Cultural Heritage, the Center of Islamic Studies and Manuscripts, Wadud Center for Manuscripts, Abdulaziz Saud al-Babtin Cultural Foundation, Makhtutat Mali, and others. If you click on, for instance, Makhtutat Mali, you will be directed to this. Okay, this is the main page. When you click on related or important websites related to manuscripts, you will be driven to this page, and then you choose the one that you want. If you want, for instance, Markaz Wadud al-Makhtutat or Makhtutat Mali, you click on Makhtutat Mali, you will be taken to this. Here you find the page, the main page, where you can find the index of the manuscripts available on this website, and you can choose the one that you want. For instance, number 7, the one we talked about, أسئلة الأسقية وأجوبة المغيلي. Number 4, for instance, الجواهر الحسان في معرفة أركان الإيمان, the jewels of beauty for education in the pillars of the faith. You click on this and will be directed to the manuscript, right? So very valuable websites related to the topic of manuscripts. Another example about Wadud or Markaz Wadud al-Makhtutat. Here again you have the themes, right? Tawheed wal-Aqidah, Milal wal-Nihal. All right, you click on this, you will be directed to all the manuscripts related to Creed or Aqidah. And you go to the one that you want, and you click on to download the manuscript. The last point, that is to conclude, it is worth noting that the platform of Algerian manuscripts has made significant scattered in some khizanat in Algeria and elsewhere, and their whereabouts known by the researchers. It should also be noted that the project stopped after its first year, 2018, right? It stopped for financial issues. However, the working team has recently been notified to resume to reach the objective of inventorying and indexing 30,000 manuscripts after the problem was resolved. As a member of this working team, and through my experience or our experience with the khizanat and the work with the PAM, the platform, some remarks can be made. First, there is difficulty in accessing most of the khizanat, and mediation is often resorted to solve the problem. Second, the way manuscripts are kept in most of the khizanat is not satisfactory, as they are poorly preserved, which makes them vulnerable to damage and loss. Third, some deficiencies can be noticed, we talked about this on the platform, due to the lack of experience and coordination amongst the members of the working team. The most common of these deficiencies, and which have a negative impact on the statistics, can be listed in 2 points. First, some manuscripts are classified under inappropriate themes. Second, the name or the names of the authors and the khizanat are not written uniformly,
I mean, sometimes, for instance, Al-Marili, it is written by a member with EL, MA, etc., by another member AL instead of EL. So it is counted two instead of one author. And this is also true with the name of the Khizanat. If there is only a few or a small mistake in writing the Khizanat, it will be counted twice or three times or more than that. And this affects negatively the statistics, which makes them appear on the platform repeatedly. The members of the working team hope to overcome the shortcomings recorded on the platform in the rest of the project and to develop it in a better version to provide better services to students and researchers. This is the last point, some references, very important ones, and then thank you very much for your patience. Thank you very much, Professor Tahar, for your very challenging presentation. What you are doing in Algeria is really excellent. I think this is a highly professional work, very precious one, and you are saving, you are really saving a lot of treasures from human history, I can say. I will come back to you with a few questions after the end of this round. To my knowledge, we have the last presentation of today, but I'm not sure if the Bassaro, il est là? Monsieur Boubacar Bassaro, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Monsieur Boubacar Bassaro, soyez bienvenu. Je suis très heureux de vous avoir en ligne. Monsieur Boubacar Bassaro est du Mali. Et il va nous présenter l'Institut des hautes études et de recherche. Il représente l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba à Tombouctou, Mali. Il va présenter sa présentation sur les manuscrits anciens du Mali. Donc, on a déjà eu aujourd'hui une présentation de votre collègue, notre cher collègue Mohamed Diaguiete, qui malheureusement ne pouvait pas venir. Vous non plus. C'est un très dommage pour notre conférence que cette délégation malienne ne pouvait pas nous rejoindre en personne. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Bassaro. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est une belle opportunité pour nous de participer à une telle conférence qui concerne les fonds historiques de l'Afrique. Comme vous le savez, pour notre institut, Ahmed Baba, se charge surtout des manuscrits anciens du Mali et de la sous-région. Donc, ça fait partie du fonds historique de l'Afrique. Voilà. Alors, le thème de mon intervention est les manuscrits anciens du Mali, une source authentique de l'histoire de l'Afrique précoloniale. Comme vous savez, beaucoup de manuscrits datent du 15e au 16e, jusqu'au 19e siècle. Pour cela, j'ai choisi ça. Mais surtout, il y a un peu de temps médiéval, mais je me focalise sur le temps précolonial, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fouilles archéologiques qui peuvent aider sur ce point. Donc, c'est les manuscrits et les sources orales qui peuvent surtout aider. Alors, dans mon introduction, je dis, les manuscrits anciens sont une partie importante du patrimoine ancien de l'humanité. Vous me écoutez? C'est bon? Oui, on vous entend. Oui. D'accord, d'accord. Donc, les manuscrits anciens sont une partie importante du patrimoine ancien de l'humanité, conservés en masse
depuis des siècles, de génération à génération, malgré les contraintes de leur conservation, surtout dans la zone subsaharienne. Ce patrimoine historique est un trésor culturel et scientifique qui témoigne de la civilisation africaine. Cependant, ils sont là, mais est-ce qu'on peut s'en servir pour l'écriture de notre histoire ou même pour le développement économique et social de notre présent ou de notre futur? L'objectif visé quand même pour moi dans cette étude est de montrer l'authenticité des manuscrits anciens comme source historique précoloniale de la zone des boucles du Niger. Je me base sur les manuscrits du Mali qui sont assez riches pour nous édifier pour ces points. Alors, mon intervention est composée de 2 chapitres. Le premier chapitre, les éléments d'attribution d'authenticité au manuscrit. Deuxième chapitre, la typologie des manuscrits pouvant servir l'histoire. Alors, concernant le premier chapitre, comme vous le savez, pour coller une étiquette de l'authenticité, c'est quelque chose, il y a des critères à remplir. Je pense qu'après analyse, ces critères, les critères qui caractérisent l'authenticité des manuscrits anciens du Mali peuvent se présenter comme suit. Tout d'abord, l'originalité. Les documents originaux font partie de pièces authentiques qui rendent une histoire digne de crédibilité. Je m'excuse, la bouche est un peu séchée avec les ramadans. Ces documents historiques peuvent concerner l'histoire d'une époque, une donnée géographique, une bibliographie, une biographie, un événement ou une nation. Beaucoup de nos manuscrits répondent à cette originalité et nous pensons que même les manuscrits copiés dans une certaine époque peuvent être d'un côté considérés comme des originaux au vu de leur valeur marchande de l'époque, mais au vu de ce que la population donnait comme valeur spirituelle et morale à ces manuscrits. Deuxièmement, les auteurs de ces manuscrits sont témoins de l'histoire. Il est connu que la matière première de l'histoire est l'être humain. Nous constatons que les auteurs des manuscrits étaient parfois des témoins et ils disaient ce qu'ils observaient, mais parfois ils se basaient sur des données de leurs expériences personnelles, etc. Troisièmement, ceux qui peuvent prouver l'originalité, c'est le témoignage des experts de l'histoire. Comme vous savez, l'histoire de la création du centre Ahmed Baba est due surtout à un dynamique qui était suscité depuis dans les années 1950 et que l'UNESCO a pris un projet à Côte d'Ivoire qui est le projet de l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique. Donc, ce projet, il y a eu beaucoup de réunions des experts. À travers ces réunions,
les experts ont signalé pour vraiment aboutir à un projet digne de ce nom, il va falloir faire recourir aux manuscrits anciens qui se trouvent dans la zone. Donc, ça, c'est un témoignage fort qui montre que vraiment, ces manuscrits, ces sources écrites sont authentiques et dignes de confiance. Mon deuxième chapitre, c'est la typologie des manuscrits pouvant servir l'histoire. Parce qu'en réalité, les manuscrits qui sont là, bien sûr, il y en a qui parlent de l'histoire directement avec des thèmes montrent ça, mais il y a des manuscrits où on peut déceler des côtés historiques de la zone dans ces manuscrits, mais ils ne sont pas forcément des manuscrits de l'histoire. Ils ne parlent pas directement de l'histoire, mais à travers leur analyse, à travers les écrits qui se trouvent, on peut détecter des données historiques, des données géographiques, des données en lien avec les ethnies qui se trouvent dans la zone. Donc, pour cela, on peut parler des livres, par exemple, biographiques. Les livres biographiques parlent généralement des savants, ils relatent leur vie, mais à travers ça, ils peuvent parler des endroits où ils ont fait leurs études et ils peuvent parler d'autres histoires à côté de ça. Les exemples de ces livres, on peut parler de Mélite Ittihad de Ahmed Baba. Comme vous savez, Ahmed Baba est connu, il a vécu entre 1558 et 1627. Il a Mélite Ittihad, et en quelque part les premiers tomes, mais il a écrit un deuxième tome qui est Kifayat al-Muhtaj, liman laysa fi dibaj. Aussi, et tout ça, c'est des savants, c'est des personnalités connues dans la zone qui relatent leur histoire, l'histoire de leur ville et l'histoire de leur apprentissage. Donc, ça aide un peu à connaître l'histoire de ces zones, et l'historique même de leur descendance et autres. Là, il y a des manuscrits aussi qui parlent de l'histoire générale. L'histoire générale, vous connaissez tous Tariq el-Fatash, qui est connu. Il a beaucoup parlé de l'histoire des empires ou autres. Tariq Soudan aussi, pour Saadi, qui a beaucoup parlé de l'histoire des zones aussi, comme l'Israël. Mais à côté de ça, on a des livres, des avis consultatifs. Des avis consultatifs, comme on dit en arabe, al-fatawa. En réalité, comment on peut détecter les données historiques, les informations historiques à partir de ça? Parce que généralement, quand les gens viennent demander l'avis consultatif d'un parti, ils relatent un peu l'histoire et où ça se fait, où ça se passe. Et dans ce domaine, on a pu déceler beaucoup d'informations en lien avec l'histoire des villes, hein, l'histoire des tribus, hein, et comment les tribus se sont entendues pour construire une ville ensemble et autres. Donc, les fatawa, là aussi, c'est des sources qu'on peut explorer. À côté de ça, il y a les manuscrits adjami. Les manuscrits adjami qui sont, ceux qui sont au Mali, ils sont en lettres arabes, mais le contenu
Mais la langue elle est une langue locale, mais la plupart de ces manuscrits adamiques sont de poésie. À travers ces poésies, dernièrement, lorsque on a fait une étude sur ça, on a su qu'on peut découvrir à travers ces poésies comment le développement linguistique se fait dans les dernières décennies, dans les années passées. Les livres qu'on a exploités, ça datait d'à peu près 120 ans à peu près, et on a trouvé qu'il y a eu un peu de changement linguistique par rapport à notre époque. Donc, ça aide à tracer le développement linguistique, les changements linguistiques. Tout ça, ça peut rentrer dans la recherche scientifique. Voilà, en bref, ce que je voulais souligner, et surtout, comme conclusion, je voudrais que qui fait cette bon film, que les manuscrits sont des matières scientifiques historiques, mais en état brut, qu'on doit analyser, qu'on doit exploiter et mieux exploiter. Mais qui n'a pas été exploité autant, on devrait vraiment essayer d'exploiter ces fonds documentaires écrits depuis des décennies. Aussi, l'Afrique subsaharienne a été le berceau d'un vaste mouvement scientifique et d'une variété d'arts. À travers le monde, on a pris ça. Que les scientifiques africains étaient activement présents dans la diffusion et le développement de la science, parce que ce n'est pas, quand on voit les manuscrits là, ce n'est pas seulement des sciences islamiques. On a trouvé des sciences de langage, linguistique, littérature arabe, mathématiques et consorts. La culture arabo-islamique est ancrée dans l'histoire de l'Afrique depuis des siècles. Ça, c'est une vérité absolue. Il faut donc s'y intéresser et elle a ses érudits, en fait, de découvrir des trésors de manuscrits anciens. Je tiens à manifester ma sympathie à tous les Tunisiens, mon amour à la Tunisie. Vraiment, je voulais venir cette fois-ci parce que ça fait quelques années que je ne suis pas rendu là-bas. Merci pour avoir organisé cette conférence. Merci. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, Juste à la fin. oui. Je vous écoute. Allô? Oui, oui. Juste à la fin de vos... Ouais. Ça Donc, va. Vous m'écoutez? peut-être que... Vous m'écoutez? Merci beaucoup si vous Oui, nous entendez. je vous entends. Oui, oui, oui. On peut... Merci, monsieur Jean-Luc Rapp. Bonjour. Oui, Bonjour. qui traitait les sujets différents. Je vous écoute. J'ai compté Tombouctou. Je sais à compter. Et c'était que les chercheurs, pas les gens qui ont beaucoup aujourd'hui. Demain, peut-être, il va dire Tombouctou, c'est vraiment un place qui est quelque chose que vous faites à Tombouctou dans les conditions, dans la situation géopolitique. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense chaque jour comment, dans le cadre, comment est-ce qu'on peut se réserver des manuscrits de Tombouctou.
Je vous remercie pour toute la communauté de ce que vous faites là-bas. Et Merci, je- merci à vous. je- Merci à voilà. vous. Merci. Merci. J'espère qu'un jour ou et très bientôt, on va se revoir en personne et pouvoir discuter vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, comme je vous avais dit, Tombouctou. Merci. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Rencontrer Pygmée. Est-ce que c'est possible d'introduire ce petit détail de l'histoire? Je vous remercie. Je ne sais pas à qui était cette question, mais il y a des chercheurs aussi, peut-être vous pouvez prendre la parole, mais c'est vrai que ce voyage-là de Hanno autour de la côte de l'Afrique de l'Ouest appartient certainement dans l'histoire africaine. Je pense que c'est une des premières mentions sur l'Afrique subsaharienne du tout qu'on a écrite, à part quelques expéditions des généraux romains qui traversaient le Sahara. Mais vraiment, ce voyage, je sais que ce récit a déjà été publié plusieurs fois. Donc voilà, cette valeur est indéniable. On ne peut pas dénier. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Il y a une autre question? De rappeler Romain qui avait été vaincu par Cannes et Passimène, etc. Et toutes les troupes romaines étaient anéanties et il s'est trouvé même aux abords de Rome. Et donc, il y a eu trois guerres pendant 300 ans. Et finalement, Carthage avait tellement donné du fil à retordre aux Romains qu'ils ne voulaient plus entendre parler de... Ils ont détruit complètement et ils ne voulaient plus entendre parler de Carthage. Ils l'ont baptisé Africa Romana.
Est-ce que c'est possible de rappeler ce détail de l'histoire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons déjà mentionné aujourd'hui, au début, je ne sais pas si vous étiez présent dans la salle, mais au début de notre journée, plusieurs fois, je peux vous assurer que plusieurs fois, on a mentionné Carthage, cette époque romaine et le rôle que cette période a joué pour le nom l'Afrique comme on le connaît aujourd'hui et ce qu'on imagine aujourd'hui sous le mot Afrique. Donc, on a déjà parlé. Je peux vous assurer, monsieur. Faut-il rappeler également que il y a eu 3 papes d'origine berbère. Et il y a eu 5 à 7 empereurs romains d'origine berbère, notamment Septime Sévère I et Septime Sévère II. Merci. Merci beaucoup pour cette information. Je savais pas. Je savais pas. Donc, Thank you. My name is Jan van der Smissen. I come from the Academy for Overseas Sciences in Belgium. I was very impressed by your talk about the Algerian manuscript platform. At my university, there is a whole team who is working on the digital humanities and digitalization projects and how to preserve knowledge also in digital ways. I'm very impressed by the amount of sources that have been digitalized, and I wanted just to ask you or pose you a general question about this. It must be an enormous challenge also on a digital, in a digital sense, to manage this and also to have a kind of idea how to, with evolving technologies, etc., on that in that field, how you will integrate this eventually perhaps into in a more broader sense, so that it can be globally not only accessed but also exchanged and linked, for particularly linked to other corpuses of sources that are at this moment perhaps or in the future developing or discovered in libraries or collections worldwide. Thank you. Yes, on the what you said is exactly what is happening. I mean, the problem or the project is very challenging for many reasons. First, as you said, the how to cope with this technological means that you need to digitize the manuscripts and even the collaboration with the owners of the khizanat. It is not easy to find, I mean, doors open for the researchers, and you need to use your own means to have this access to do this work, and all this for the benefit of humanity. I mean, to make them available for researchers in this platform, so as they can work on manuscripts. And it is also for the benefit of the owners of the khizanat, because if this heritage or this legacy is not known by the public, I mean, it will die, right? Nobody will know about it. And that is, it's a very challenging project, and we are going on to achieve the goal that is to digitize, to index and digitize 30,000 manuscripts. First step. Then we're going to make the two parts, I mean, the English version and the French version working as well, because not all researchers can work on the Arabic version. And this takes time and money, if you want. Thank you. I have also one question.
I'm very happy that you are here with us today and you came here at this conference because I think this is really the kind of collaboration which is really needed. And I think if we can enlarge our collaboration and perhaps start some Algerian committee of the Fontes Historiae Africanae, I am sure that your project will be given or will be provided with new challenges, new opportunities. So what you are doing there is really something exceptional. And my question is, when do you will start the English and French version? Because, for example, me, I cannot speak Arabic, which is my fault. I know it's my own disadvantage. But as we said several times today, the knowledge about African history must not be reserved only for the African historians. Now there are many centers in the world who wants to study Africa, and Arabic is not very easy for everyone. So if your website is in French, I will sure that I will go directly to my hotel. I will spend all night on clicking on it because it's so interesting. So do you see a horizon on the French version? And what about the manuscripts on your website? There will be transcript, or they are only digitized without any annotations or historical context? All right. The first question that is about when the French and English versions will be available. This depends on the financial support from the Ministry of Higher Education. And this would be maybe after we finish the first step, if you want, that is to reach the aim of indexing, digitizing 30,000 manuscripts. Then we move to the second step if there will be an agreement with the Ministry of Higher Education to finance the project. And then the second question that is about the transcription and annotations. Yes, the transcription, I mean, what we have now is only technical cards about manuscripts, bearing information about each manuscript and its location, where you can find it. But the body, the manuscripts, physically, they are with their owners, right? We facilitate the access to these manuscripts by giving informations related to the manuscript and its location. We worked with the WAMD, the West African Arabic manuscripts, head by Charles Stewart and Bruce Hall. And we are doing the same work. Bruce Hall and Charles Stewart began their projects before our project. I met Charles Stewart in Birmingham 4 years ago, and we exchanged some words about their projects and ours, and we find some common points to make something like to be given some help in translating the content of our platform. But this is not the problem, and we don't have a problem to translate. We have some experts or researchers mastering English, working on manuscripts, so we don't have this problem. The problem is the financial support from the ministry. Once this problem is settled, I think the two versions will be available. Oh, thank you. Sorry, we are out of. Nous sommes déjà dépassé notre temps, messieurs, mais une question. Peut-être faudrait-il revenir sur l'origine étymologique d'Afrique. Afrique, que les Romains ont donné à l'Afrique du Nord, parce que les habitants habitaient des grottes. Et en grec ou en latin, c'est Afrique. Voilà, enfin, c'est peut-être utile de rappeler ça. Merci de nous rappeler cette théorie. Je pense que tous les chercheurs ici la connaissent, mais merci beaucoup.
de nous la rappeler. Nous sommes vraiment dépassés notre temps, s'il vous plaît. Donc, s'il y a encore des questions, vous pouvez se rencontrer dans l'atrium en bas et discuter librement. Merci beaucoup, monsieur, pour vos interventions très intéressantes. Vous êtes bienvenus de venir demain aussi. Je vais conclure cette journée et on se voit demain à 9h. À 9h commence l'enregistrement et la première présentation va commencer à 9h30. On va commencer par l'Académie des sciences d'outre-mer en France. Donc, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour vos interventions, pour vos participations très, très actives. C'était une très, très belle journée pour moi. J'espère que vous aussi. Et on se voit à demain. Si vous voulez discuter, nous avons toute l'après-midi dans les couloirs. Voilà. Merci.